Voilà, donc merci à toutes et à tous peut-être, oui, d'être là aujourd'hui. On est vraiment ravis d'être avec vous pour parler d'un sujet qui nous tient vraiment à cœur, dont on est vraiment passionné par la classe dehors en fait. Moi je me présente rapidement, je suis Eve Schneider, éditrice aux éditions Accès. Et j'ai l'honneur et le plaisir d'être en compagnie d'Alexandra Fontanelle, qui est l'autrice de la nouveauté « Apprendre dehors en maternelle ». Voilà, je te laisse te présenter. Donc tu as résumé. En gros, voilà, je suis passionnée par l'éducation par la nature et donc j'essaye de la diffuser à travers mes diverses activités, donc d'autrice, de créatrice de contenu pédagogique, d'enseignante et d'animatrice et pédagogue par la nature. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? D'abord, pourquoi faire classe dehors? Quels sont les bienfaits pour les élèves et pour les enseignants de faire classe dehors, si possible au contact de la nature? Quelle démarche on va suivre? Dans quel cadre on va entrer en fait, pour nos sorties? Comment organiser nos séances, l'organisation pratique? Et puis, on vous donne des pistes de programmation sur l'année. On commence par une petite définition de ce que nous, on appelle la classe dehors. C'est une pratique d'enseignement régulière. On va voir tout à l'heure pourquoi c'est important de proposer ça régulièrement aux élèves, qui est menée en plein air, dans un espace plus ou moins naturel, et qui est situé du coup dans l'enceinte de l'école ou à l'extérieur de celle-ci. On n'est pas obligé d'avoir le lieu naturel idéal pour faire la classe dehors. Voilà, je vais laisser la parole à Alexandra. Voilà. Alors, tout d'abord, pourquoi faire classe dehors? Donc, enseigner et apprendre en plein air va procurer de multiples bienfaits qui vont être d'autant plus nombreux lorsque la classe dehors se fait au contact de la nature. Alors, tout d'abord, elle va avoir donc, des bénéfices pour les élèves. Donc, de nombreuses études ont démontré les effets bénéfiques d'un rapport, d'un contact régulier et prolongé avec la nature, à la fois pour la santé, mais aussi pour le développement global. Et donc, la classe dehors, en fait, en recréant un contact régulier avec la nature, va permettre de prévenir les risques liés au déficit de nature. Alors, donc tout d'abord, enseigner en plein air va favoriser l'activité physique des élèves et va permettre en fait, de prévenir notamment les risques de surpoids et d'améliorer la qualité de sommeil. On va avoir l'exposition à la lumière naturelle qui va réduire les risques de myopie, augmenter le bien-être. Lorsqu'on est immergé dans un milieu végétalisé, cela va avoir pour effet de diminuer le stress et donc d'améliorer les capacités de concentration. Ça peut également avoir un effet thérapeutique pour les enfants qui souffrent de troubles de la concentration et de l'hyperactivité. Et être dehors par tout temps va renforcer le système immunitaire. Donc, au-delà de ces effets bénéfiques pour le bien-être et la santé des enfants, la classe dehors va favoriser le développement global. Donc, tout d'abord, elle va faciliter les apprentissages scolaires, donc grâce à un environnement naturel qui va stimuler l'émerveillement, la curiosité, qui sont les moteurs de tout processus d'apprentissage. C'est également un environnement qui va permettre de contextualiser les apprentissages, donc de leur donner du sens, d'expérimenter les concepts, donc de favoriser leur compréhension. Et grâce à des expériences sensorielles et corporelles, les élèves vont pouvoir mieux mémoriser, d'où des apprentissages plus efficaces et durables. C'est également un environnement, d'autant plus lorsqu'il est naturel, qui va permettre de stimuler les capacités motrices et sensorielles, renforcer les compétences cognitives et créatives, développer les compétences psychosociales et nourrir une conscience environnementale, puisqu'en étant en contact régulier avec la nature, les élèves vont avoir une meilleure connaissance de celle-ci, prendre conscience en fait, des interconnexions qui se jouent dans la nature et surtout développer une relation émotionnelle qui va nourrir une conscience de respect et de protection de la nature. Donc, on se doute que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous êtes déjà convaincu des bienfaits de la classe dehors, mais si vous avez besoin de convaincre d'autres personnes, voilà. Alors, toutefois, donc les bénéfices ne sont pas toujours perceptibles dès les premières séances chez tous les élèves.
l'insécurité et la surexcitation peuvent prendre le dessus dans un premier temps, et les élèves arrivent en classe dehors avec un rapport à la nature qui est déjà influencé par différents facteurs sociaux, d'où l'importance de bien poser le cadre en début d'année et de s'appuyer sur la régularité. Donc pour l'enseignant, au-delà des bénéfices pour le bien-être et la santé, la classe dehors va permettre d'améliorer les conditions d'exercice et aussi de renouveler les pratiques professionnelles. Donc elle va offrir un cadre ressourçant qui va permettre de pallier à certaines nuisances qui sont fréquentes en classe et qui peuvent contribuer à la fatigue professionnelle. Elle va permettre d'améliorer la relation avec les élèves, donc en offrant un cadre plus souple avec une communication plus spontanée, une relation plus équilibrée et qui va permettre une meilleure connaissance des élèves en fait, dans leur globalité. C'est également un environnement qui va être propice au vivre ensemble, donc pour améliorer le climat de la classe et à l'inclusion donc, des élèves à besoins spécifiques. Et donc, elle va permettre également de donner un nouvel élan aux pratiques professionnelles en développant de nouvelles connaissances et compétences pédagogiques et didactiques. Donc, enseigner dehors n'est pas toujours aisé, donc ça demande d'accepter une part d'imprévu, d'adapter ses postures et de composer avec des conditions qui peuvent parfois être contraignantes. Donc, tout comme les élèves, il faut un temps d'adaptation et de la pratique. Alors, maintenant qu'on est convaincu des intérêts de la classe dehors, donc, de quoi s'agit-il exactement? Donc, c'est une démarche qui se fait en lien avec les programmes. Donc, la classe dehors, c'est avant tout un temps de classe qui doit donc s'appuyer sur les programmes scolaires. Donc, toutes les disciplines peuvent être abordées à l'extérieur. Donc, évidemment, on pense à la découverte du vivant, des objets et de la matière, donc grâce à un contexte concret qui va permettre d'observer, donc un contexte réel qui permet d'observer et d'expérimenter concrètement les notions. Mais on peut également travailler le repérage dans le temps et l'espace, donc en évoluant dans des espaces vastes qui vont permettre d'explorer, d'observer au fil des saisons et de se déplacer. Les activités physiques, évidemment, donc toujours donc, grâce à des environnements qui vont être vastes, qui vont être variés, dans lesquels il va y avoir des contraintes et qui vont permettre aux élèves de prendre des risques mesurés. Des activités artistiques qui vont se faire dans un environnement qui va être stimulant, inspirant et dans lequel il va y avoir des matériaux naturels diversifiés qui vont pouvoir servir de support de création. Mais on peut également travailler donc, le langage. Donc, la classe dehors va offrir un cadre qui va permettre de faire l'expérience des mots, un cadre souple aussi qui va favoriser l'expression orale et donc qui va mettre à disposition des matériaux, des outils, des supports, des outils qui vont pouvoir servir notamment à l'écriture. Et les outils mathématiques, évidemment, notamment en permettant de résoudre des problèmes dans des situations concrètes avec des éléments naturels à manipuler. Donc voilà, donc on peut travailler toutes les disciplines et ce de façon efficace grâce à un contexte, grâce à un cadre qui est propice pour développer voilà, les objectifs disciplinaires. Donc c'est également une démarche qui se fait en lien avec le dehors. Donc la classe dehors s'articule donc avec les séances menées en classe afin d'assurer la continuité des apprentissages et donc les deux modalités vont se compléter et s'enrichir. Donc on peut initier les apprentissages dehors à travers par exemple de l'observation, de l'expérimentation ou des situations d'apprentissage spontané et ensuite poursuivre les apprentissages en classe, donc en formalisant donc, ces apprentissages, en les approfondissant ou en faisant du réinvestissement. Mais on peut également commencer en classe en formulant des hypothèses, en travaillant des compétences et ensuite aller à l'extérieur pour vérifier par l'observation, par l'expérimentation ou réinvestir par la manipulation et le jeu. Donc, 3 outils vont être privilégiés pour mettre en œuvre donc, cette continuité pédagogique. Donc, le journal nature, donc, qui va être complété collectivement après chaque séance et qui va permettre de conserver une trace des expériences vécues dehors. Le journal de bord, donc, qui est complété donc, par l'enseignant à l'issue des séances et qui va constituer un outil de suivi et de réflexion pédagogique, donc, dans lequel on va pouvoir consigner les points à prolonger, les difficultés ou encore des situations spontanées et les liens que l'on peut établir avec les programmes. Et évidemment, l'évaluation qui va se faire en lien avec les apprentissages menés en classe
Et on peut également proposer une évaluation aussi spécifique sur les compétences transversales qui vont être développées en classe dehors. Donc c'est une démarche qui peut également se faire en lien avec la nature ou pas. Il est tout à fait possible de faire la classe dehors en ayant des objectifs sans lien avec la nature. Dans ce cas-là, l'idée, c'est de choisir un cadre qui est non confiné, où l'on va proposer des activités ludiques, en mouvement, afin de favoriser des apprentissages plus efficaces. Donc, dans ce cas-là, il s'agit de transposer dehors des objectifs et des activités de la classe dedans. Mais on peut aussi donc, avoir des objectifs en lien avec la nature, et donc c'est le parti pris de notre guide pédagogique. Donc, dans ce cas-là, on va choisir un cadre extérieur plus ou moins naturel, donc en fonction des lieux disponibles à proximité, dans lesquels on va proposer des activités qui vont s'appuyer sur la nature comme cadre, support ou objet d'étude. Et donc, l'idée, c'est en complément des apprentissages disciplinaires, l'objectif sous-jacent va être de développer des compétences transversales et une relation à la nature, puisqu'en fait, la classe dehors est un cadre privilégié pour mettre en œuvre l'éducation au développement durable, qui est une priorité de l'éducation nationale. Et le contexte actuel nous le rappelle à quel point c'est important de travailler ça. Donc, ce lien avec la nature peut s'appuyer sur la pédagogie par la nature. Donc, c'est une pédagogie qui favorise le développement holistique de l'enfant et la construction d'un lien durable avec la nature au travers d'expériences régulières en milieu naturel. Donc, elle va s'appuyer sur plusieurs principes. Donc, il y a 7 principes qui vont pouvoir être une source d'inspiration pour la classe dehors afin d'enrichir les expériences vécues et les apprentissages. Donc l'idée, ça va être d'articuler une approche à la fois centrée sur les programmes scolaires et une approche donc, inspirée de la pédagogie par la nature. Donc dans la première approche, donc, les activités sont obligatoires et initiées par l'enseignant. Donc dans la pédagogie par la nature, les activités vont être initiées par l'enfant avec une priorité au jeu libre. Donc dans une approche, donc, les programmes sont au cœur des pratiques. Et donc, parfois, on va pouvoir nous privilégier des temps où c'est l'enfant qui va être au cœur des pratiques. Donc, dans la première approche, on définit des compétences à atteindre, tandis que dans la seconde, c'est le processus. On va s'intéresser surtout au processus plus qu'au résultat. Et enfin, on va articuler à la fois des apprentissages ciblés et structurés, mais aussi un développement holistique de l'enfant. Donc, quelques pistes pour mettre en pratique donc, cette pédagogie par la nature. Donc, fréquenter régulièrement un même lieu naturel, proposer des temps de jeu libre, diversifier les approches de la nature ou encore favoriser la participation active des élèves et aussi soutenir le développement des compétences psychosociales. Alors, le jeu libre a également une importance donc, dans cette démarche. Donc, il est reconnu donc, comme modalité d'apprentissage en maternelle et il va être d'autant plus riche lorsqu'il se déroule dans un environnement qui est naturel et imprévisible, puisqu'il va favoriser la débrouillardise, la capacité d'adaptation, l'inventivité, mais aussi le développement global et des apprentissages efficaces. Et donc pour l'enseignant, ça va être un temps d'observation privilégié donc, pour mieux connaître les intérêts et les besoins des élèves et faire émerger des situations d'apprentissage à partir de jeux spontanés. Et donc, le jeu libre peut avoir une place variable au sein des séances de classe dehors. Donc, il peut être au cœur des apprentissages, être en complément ou constituer des moments indépendants. Alors, quelques conditions pour qu'il soit réellement bénéfique et pas seulement un temps récréatif. Donc, le faire sur un temps long, au moins 30 minutes pour que les enfants aient le temps de déployer leur jeu. Le faire de façon régulière pour qu'ils s'approprient cette liberté de jeu, mais aussi le proposer dans un espace sécurisé et organisé. Parce qu'il arrive que les enfants qui sont peu habitués aux environnements naturels ne sachent pas quoi y faire ou que leur action spontanée se limite toujours aux mêmes activités. D'où l'intérêt de proposer des espaces aménagés ou des invitations qui vont permettre de donner de nouvelles impulsions au jeu libre, qui vont révéler les possibilités offertes par cet environnement naturel et qui vont favoriser les apprentissages autonomes pendant ce temps de jeu. Et donc, il va être intéressant de varier les approches, donc à la fois créatives, sensorielles, exploratoires, motrices, pour stimuler les différentes compétences chez les élèves et donc favoriser le développement global et enrichir leur expérience de nature.
Donc, c'est une démarche qui va également demander, évidemment, d'adapter ces postures en fonction de par rapport à ce contexte naturel. Donc, une des premières postures va être l'observation. Donc, elle consiste pour l'enseignant à être attentif et réceptif à la fois aux sollicitations de l'environnement, mais aussi aux intérêts spontanés des élèves pour faire émerger faire émerger et saisir les opportunités d'apprentissage. Donc la mise en retrait, donc, afin de laisser de la place aux élèves pour leur jeu, leur création, leur exploration, mais aussi favoriser leur participation active lors des activités. Donc cette mise en retrait ne dispense pas d'accompagner les élèves pour les rassurer, les encourager, les guider, les soutenir dans leurs projets et valoriser leur initiative. Donc l'exemplarité, donc les élèves apprennent beaucoup par imitation, d'où l'importance d'adopter une attitude respectueuse de l'environnement et de transmettre sa curiosité et son enthousiasme en partageant ses sensations, ses émotions, mais sans transmettre ses peurs. Et donc, la posture qui est sans doute la plus délicate à adopter, puisqu'il s'agit de se faire confiance et de faire confiance aux élèves dans un contexte qui est moins maîtrisé, donc c'est le lâcher-prise. Donc, il s'agit d'accepter de s'éloigner temporairement de ses objectifs initialement prévus pour accueillir l'inattendu. Comment préparer votre projet de classe dehors? Quel cadre? D'abord, le cadre réglementaire. Auquel on est tous soumis. Donc une sortie de classe dehors, c'est une sortie scolaire de proximité, ça répond aux mêmes obligations. Vous avez besoin pour l'organiser de l'autorisation du directeur d'école avec une information à l'IEN. Si la sortie est moins longue que la demi-journée, la sortie est obligatoire, à ce moment-là vous n'avez pas besoin de l'autorisation des parents. Si elle est supérieure à la demi-journée, la sortie devient facultative et là, il y a besoin de l'autorisation écrite des parents. La dernière autorisation nécessaire, c'est celle du propriétaire du lieu qui porte une responsabilité en cas d'accident. Donc si c'est un lieu privé, eh bien, c'est la personne qui est propriétaire. Si c'est un lieu public comme un parc ou une forêt communale, par exemple, ça va être la mairie, il faut une autorisation. Et si c'est une forêt domaniale, par exemple, ça va être l'ONF. Au niveau du taux d'encadrement, donc c'est comme vos sorties classiques, c'est un adulte pour 8 enfants en gros, donc avec la présence de l'enseignant bien sûr. Donc ça c'est le taux réglementaire. On vous encourage, si vous avez la possibilité, d'avoir plus d'encadrants en fait. Un encadrant pour 4 ou 6 élèves, surtout pour les tout petits. C'est vraiment idéal et ça permet de faire plus de choses en fait. Alors, comment et pourquoi communiquer? Communiquer autour de votre projet de classe dehors, ça va permettre de fédérer tous les acteurs qui tournent autour de ce projet et de favoriser leur adhésion et leur engagement. On communique au début de l'année et si c'est possible tout au long de l'année. On peut commencer par rédiger un projet pédagogique qui va vous permettre en fait, de poser vos objectifs, votre organisation, un début de programmation peut-être. À partir de ce projet pédagogique, vous pouvez le transmettre et le présenter à la direction et à l'IEN, au conseil d'école. On peut s'appuyer dessus pour faire une présentation en début d'année aux parents d'élèves. Qui vont être sollicités tout au long de l'année. En fait, c'est vraiment des acteurs centraux dans la réussite du projet de classe dehors, puisque vous avez besoin d'accompagnants pour sortir et d'accompagnants impliqués. Les élèves, eh bien, il faut bien sûr leur expliquer le projet, pourquoi on fait classe dehors, où on va, comment ça s'organise, quelles sont les règles à suivre. Et bien sûr, le propriétaire du terrain, en fait, si vous arrivez à garder une communication toute l'année, ça va vous assurer un accès pérenne au lieu. Merci. Alors, donc, dans cette préparation du projet de classe dehors, le choix du lieu va être très important puisqu'il offre le cadre, les situations d'apprentissage et le matériel didactique. Donc, tout d'abord, on va se poser, la première question, ça va être, est-ce qu'on choisit un lieu ou plusieurs lieux? Donc, pour l'enseignant, en fait, la fréquentation d'un lieu régulier va faciliter la préparation et la planification des séances.
Et pour les élèves, les amener régulièrement dans un même lieu va les aider à se familiariser avec cet environnement, à faciliter leur jeu, à inscrire leurs projets dans la durée, à observer les transformations du milieu au fil des saisons et à créer un lien sensible et durable avec le lieu. Donc, toutefois, cette récurrence n'exclut pas d'organiser des sorties ponctuellement dans d'autres lieux, qui vont répondre aux besoins de nouveauté des élèves, leur permettre de découvrir de nouveaux écosystèmes et de nouveaux terrains d'aventure pour stimuler leur spontanéité et leur capacité d'adaptation. Et pour l'enseignant, ça va permettre d'adapter le choix des lieux aux objectifs des séances. Donc ensuite, quel lieu choisir? Donc plusieurs lieux peuvent accueillir la classe dehors. Donc ça peut être un bois, une cour de récréation, un jardin, un parc ou encore un plan au cours d'eau. Donc chacun de ces lieux va présenter des avantages et des inconvénients qui sont liés à ses caractéristiques propres. Mais au-delà en fait du type de lieu, ce qui va être important de prendre en compte, ça va être 4 critères sur lesquels va reposer votre choix. Donc tout d'abord la proximité, afin de s'y rendre régulièrement et de maximiser le temps consacré aux activités. La sécurité, donc choisir un lieu dans lequel les dangers sont limités. La tranquillité, donc pour mener vos séances sans perturbation excessive, et la naturalité, donc en choisissant un lieu qui permette en fait une immersion dans la nature autant que possible et qui a un fort potentiel pédagogique. Donc une fois ce lieu ou ces lieux choisis, on va devoir faire un travail de repérage des lieux, qui va consister en fait à identifier les dangers et les risques afin de mettre en place des mesures de prévention adaptées, réaliser un inventaire de la faune et de la flore, qui va permettre d'identifier les espèces protégées, les espèces dangereuses, mais aussi anticiper les ressources disponibles, les ressources naturelles disponibles, et envisager des activités pédagogiques en lien avec ces espèces. Donc, ce repérage va permettre également d'élaborer la programmation, en identifiant les notions et les compétences à développer dans le lieu au-delà de la découverte du vivant. Et bien sûr, réfléchir à l'organisation de l'espace, l'aménagement du site ou à minima, la délimitation des zones. Donc, dans le cas où on peut faire classe dehors dans un lieu privé, ça peut être la cour de récréation ou un lieu mis à disposition de l'école, il va être intéressant d'aménager ce lieu pour créer un environnement qui soit à la fois structuré et stimulant et permettre de créer des repères spatiaux stables, favoriser l'appropriation du lieu par les élèves, favoriser également leur autonomie et soutenir les apprentissages à la fois lors des activités dirigées mais aussi lors des temps de jeu libre. Et donc, il va être intéressant d'aménager différents espaces en variant les approches de la nature. Donc, au-delà du lieu de regroupement, on peut proposer un espace de lecture, une cuisine de gadou, un espace de motricité, un espace de construction et d'expérimentation, un espace imaginatif et créatif, des espaces sensoriels, un espace de détente, un espace d'exploration du vivant. Et si le lieu est peu naturel, il est pertinent de le végétaliser, à minima en plantant des arbres, des fleurs ou en installant un potager. Et donc en fait, le choix des espaces à aménager va se faire en fonction du budget, mais aussi de vos objectifs pédagogiques et des caractéristiques du lieu. Dans le cas où on fait la classe dehors dans un lieu public, l'espace de regroupement peut être aménagé tout simplement à l'aide d'une grande bâche installée au sol, et les différents espaces de jeu libre peuvent être remplacés par des invitations à créer, à jouer, à lire, à explorer, en mettant du matériel de manière mobile dans différents contenants. Et la préparation du projet implique également de prendre des mesures de sécurité pour minimiser les risques que comportent toute sortie en milieu naturel. Donc ça va passer par la sécurisation du lieu en amont du projet, grâce notamment au repérage du lieu qui aura été fait, mais aussi régulièrement il va falloir vérifier le lieu, surveiller la météo, consulter les arrêtés municipaux, se renseigner sur les pratiques de chasse, instaurer des règles de sécurité et sensibiliser les élèves et les accompagnateurs à leur respect et définir des mesures en cas d'incident.
Et donc, au-delà du lieu, il y a également certaines activités qui peuvent présenter des risques et qui nécessitent de mettre en place des mesures de prévention. Donc, notamment utiliser des outils, allumer un feu ou goûter des plantes sauvages. Et enfin, donc, lors de la préparation donc, de ce projet, il va falloir définir la fréquence et la durée des séances. Donc, en inscrivant donc, la classe dehors, comme on disait, dans une pratique régulière, donc idéalement chaque semaine, tout au long de l'année, par tout temps, et sur un temps long, donc une demi-journée. Donc cette régularité va être vraiment importante pour les élèves, pour intégrer les règles et les routines, pour se familiariser avec le lieu, observer la nature au fil des saisons, vivre aussi des expériences propres à chacune des saisons et construire une relation affective et durable avec la nature. Et donc, le temps long va permettre de s'immerger réellement dans le lieu, de s'engager pleinement dans les activités et de proposer des séances structurées. Alors, comment s'organiser pour nos sorties? Alors, une séance de classe dehors, ça va être comme la classe dedans. Plus elle est structurée et répétitive, plus les enfants sont en confiance, en fait, et ont un milieu qui leur est familier. Donc, vous allez de toute façon toujours avoir les mêmes temps qui vont se succéder. Un temps de préparation à l'école, habillement, recherche du matériel, etc. Un temps de trajet, aller, les rituels de début. Donc ça, ce sont des temps de regroupement qui sont essentiels pour construire la cohésion de groupe et pour introduire les activités. On peut imaginer un chant, une expression des émotions, une lecture, de la méditation par exemple. Et les rituels peuvent évoluer en fait au long de l'année, soit par période, soit par séquence, soit par saison. Ensuite, vous avez une collation, ça dépend de l'organisation de l'école, facultative, mais il faut savoir que dehors, les enfants dépensent beaucoup d'énergie et ont parfois besoin d'un petit regain d'énergie. Le jeu libre qui peut être proposé soit en fin de séance, soit en milieu de séance si les enfants ont besoin de se défouler, soit même en début de séance si il y a trop d'excitation ou si l'enseignant a besoin d'un petit peu de temps pour mettre en place les activités. En fait. Un temps de rangement, de préférence collectif. Les rituels de fin, donc là aussi, on peut imaginer plusieurs choses qui évoluent au fil de l'année. Le trajet-retour et le retour à l'école. On va proposer des séances qui sont structurées et dans lesquelles il y a une progression dans les activités. On peut proposer plusieurs activités qui se suivent avec un objectif clair défini pour la séance qui mobilise différentes disciplines. On peut proposer des invitations pendant le jeu libre pour réinvestir en fait les connaissances qui ont été acquises pendant la séance ou aller plus loin. Une séance va proposer une alternance entre des temps dynamiques et des temps calmes, entre des activités encadrées du jeu libre et entre des temps en classe entière, en groupe et en individuel, en travail individuel. Donc justement, au niveau de la gestion de groupe, donc on va alterner. Voilà. Les activités doivent être adaptées au contexte extérieur qui présente des avantages, mais aussi des contraintes. Donc, on propose des activités en classe entière qui sont essentielles, mais qui doivent être courtes, ludiques et interactives, puisque l'attention des élèves est mise à... pardon. En contexte extérieur, en fait, elle peut partir encore plus vite, quoi. Voilà. On peut proposer des activités de démonstration en demi-classe, donc occuper une partie de la classe avec les accompagnateurs et proposer des démonstrations qui vont être plus intéressantes en demi-classe. Des activités en petits groupes, ça peut être des groupes, des ateliers tournants,
ou s'il y a assez de matériel à disposition, une répétition de petits ateliers qui vont être menés simultanément. Merci. Et finalement, des activités en individuel qui vont être plutôt pendant le jeu libre. Quelles règles proposer pour la classe dehors? Des règles de sécurité et de vivre ensemble. Elles sont rappelées régulièrement, surtout en début d'année et en début de période. Les règles de base sont inspirées de la pédagogie par la nature et toutes les autres règles en découlent en fait. Donc les règles de base, ce sont je prends soin de moi, je prends soin des autres et je prends soin de la nature. On va avoir des règles spécifiques qui concernent le trajet, la cueillette de végétaux, l'utilisation des bâtons, la grimpette, ça peut être sur des petits arbres ou des rochers, et le regroupement, quand on va définir un signal particulier, dès que ce signal est entendu, tout le monde se regroupe au point de rassemblement. Alors, comment s'appuyer sur les accompagnateurs et les intervenants? Donc, ils ont un rôle essentiel pour la réussite des séances. Les accompagnateurs assurent une surveillance active et attentive tout au long de la sortie. Ça signifie qu'en amont, il faut qu'ils aient été informés des dangers, des règles de sécurité et des protocoles à mettre en place en cas d'accident. Ils peuvent aussi aider à encadrer des activités et cela implique qu'ils aient eu d'abord une explication sur la posture à tenir et une explication claire des consignes. On peut s'appuyer sur des intervenants extérieurs qui sont toujours bénéfiques à la fois pour les enfants et pour l'enseignant puisqu'ils apportent leur expertise et leur connaissance. Donc ça peut être très simple, ça peut être un jardinier, ça peut être un forestier, un animateur nature, voilà, ça peut être, on peut trouver plein d'intervenants. Ces interventions sont encadrées, il faut l'autorisation du directeur, une information à l'IEN et dans certains cas une convention. Alors comment s'équiper pour la classe dehors? Alors pour les enfants, d'abord l'habillement est vraiment essentiel puisque passer plusieurs heures en extérieur nécessite d'avoir une tenue confortable, bien ajustée et adaptée au milieu naturel et à la météo. Donc, on n'a pas le même équipement, bien sûr, en automne, en hiver et au printemps-été. C'est très important d'avoir bien briefé les parents en début d'année et de les briefer tout au long de l'année pour faire évoluer en fait, le matériel, l'équipement. Dans le sac à dos de l'enfant, on va retrouver un matériel très simple, une gourde, une tenue de rechange. Et le sac à dos de l'enseignant, s'il peut rester le même tout au long de l'année pour qu'il soit prêt à chaque fois pour les séances de classe dehors, voilà, on va trouver en fait le cahier d'appel, les numéros d'urgence, une procédure en cas d'urgence, les documents un petit peu de base. Le matériel à apporter, donc sans trop se charger, on peut très bien apporter le matériel dans un petit chariot à 4 roues ou un chariot de course. On va avoir du matériel qui va être le même pour toutes les séances, donc un petit peu un fond de sac, le matériel pour la logistique, des bâches, de l'eau, du savon, une serviette, des sacs poubelles. Pour l'hygiène, ouais. Non, je dis pour l'hygiène. Pour l'hygiène, voilà. Et vous allez avoir après un matériel qui est collectif, qui est là plus pour les apprentissages. Donc vous avez le matériel pour les invitations, le matériel d'exploration, le matériel créatif, le matériel de patouille, le matériel d'expérimentation, d'imagination ou les livres. Voilà. Et ça, c'est en plus du matériel que vous apportez spécifiquement pour chaque séance. Alors, une petite proposition de programmation. Donc, c'est important de prévoir des activités qui sont en lien avec ce que vous faites en classe dedans. Et comme on est dehors, on essaye de suivre la saisonnalité des phénomènes naturels. Donc, en période 1, alors on commence toujours l'année par une séance d'introduction. On va présenter le lieu, les règles, les différents acteurs. Ça permet de mettre en place le cadre. Et après, on peut partir sur une thématique saisonnière, donc l'automne,
ou alors sur vraiment la découverte du lieu sous plusieurs aspects, par le repérage dans l'espace, par l'exploration de la biodiversité. En période 2, on peut continuer un travail sur l'automne où on propose en fait d'utiliser les éléments naturels qui se déchaînent un petit peu à cette période-là, la pluie, le vent, pour parier des matières et des matériaux. En période 3, une thématique sur l'hiver, à la fois au niveau paysager et au niveau de ce qui se passe pour les animaux. Et alors on propose, c'est important en hiver de proposer des activités qui soient vraiment actives, des activités de motricité pour éviter de trop se refroidir. Voilà. Au printemps, on va utiliser en fait l'explosion de la nature pour parler soit des végétaux, soit des animaux. Et en été, en dernière période, on propose de partir également sur tout ce que la nature nous offre à cette période-là pour travailler sur les sens ou sur les couleurs. Sur les couleurs. Voilà. Je crois qu'on est passé aux questions, sauf si tu voulais rajouter quelque chose. C'est bon. D'accord. Si vous avez des petites questions, on sera ravis d'y répondre. Donc pour l'histoire, la petite chanson, en fait, on a eu la chance de pouvoir sortir un recueil de chants et de comptines sur la nature cette année. Et du coup, on les utilise en fait pendant les séances et ça marche super bien. Voilà, merci à toutes et à tous d'être venus, d'être restés jusqu'à la fin. Merci beaucoup. On est vraiment ravis et très touchés par l'accueil qu'on a reçu sur le salon, donc on vous remercie tous.